Je vais démarrer, juste on va brosser le sujet par des définitions pour bien comprendre ce qu'est l'intensification urbaine. Et je vais m'adresser à Claire d'abord. Compacifier, densifier, intensifier, est-ce que tu peux clarifier ces notions, s'il te plaît? Oui, c'est vrai que j'ai parlé de surtout densifier et intensifier. Alors densifier, ça fait appel à la question de, enfin, à une matière. Une matière dense. En l'occurrence, quand on parle de ville et d'architecture, on parle de tissu urbain, j'en ai un peu parlé. On parle donc du quantitatif. C'est aussi un terme usuel depuis que l'urbanisme existe, puisqu'en fait il s'est transcrit dans les règles urbaines de type COS, coefficient d'occupation des sols. Donc voilà, on est vraiment dans la densité, quand on parle de densité, on est vraiment sur le quantitatif, et c'est vrai que du coup ce terme a été assez rejeté, enfin en tout cas questionné par les citoyens, puisque souvent quand on parlait de quelque chose de dense, ça faisait peur, ça faisait beaucoup de mètres carrés et notamment beaucoup de béton. Densifié, bétonné, voilà, ça c'est quand même pas mal associé. Alors j'utilise parfois compacifié, ville compacte, parce que pour moi, il me semble, mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça fait appel à la question de la forme. Et à la question de la forme et du côté bien rangé. Peut-être que le quartier République vous l'a démontré, ou peut-être pas, mais en tout cas, on peut, et c'est aussi la leçon de nos villes du 19e et du début du 20e siècle, où les villes étaient tracées, les villes étaient compactes, étaient denses, mais elles ont un certain nombre de règles. On a parlé d'Haussmann, il y en a d'autres. Et voilà, il y a un gros travail sur la forme, sur l'assemblage, pour aboutir à une forme de densité. Et enfin, l'intensité est un terme qui introduit le qualitatif, me semble-t-il. Le qualitatif de l'usage, donc on peut avoir une forme compacte, pas intense, par exemple que du logement, ou voilà. Et l'intensité fait appel à la question de l'usage. Et bon, voilà, donc je trouve que c'est important et intéressant, même si c'est peut-être un peu jargonneux et jouer sur les mots, nous, professionnels, ça peut, voilà, parfois les associations nous disent, ouais, vous changez de mot, mais c'est pareil, voilà. Donc, il faut y associer tout un tas de choses qui parlent de la qualité, du bien-être, de la santé dans ces villes et dans ces bâtiments. Très bien. Vincent, ma deuxième question s'adresse à vous. Vous pilotez une démarche intensification métropolitaine et vous animez une communauté apprenante. Je pense que cet événement fait partie aussi de cette démarche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la métropole s'intéresse à cette question de l'intensification et surtout pourquoi l'échelle métropolitaine est pertinente, particulièrement pertinente? Merci. D'abord, un vrai plaisir d'être là. Et bravo au Conseil régional de l'Ordre des architectes associés, aidés par le niveau national pour cette manifestation. On y avait pensé il y a un certain temps. On est très heureux de l'avoir accompagné jusqu'à aujourd'hui, avec le palmarès de tout à l'heure. L'idée étant de montrer que la ville intense, elle existe. Les architectes ont un rôle éminent pour la fabriquer. Et il y a encore plus à faire demain. Donc c'est un peu pour ça que nous sommes là aussi en tant que métropole, parce que le sujet de la ville intensifiée est presque un impératif. C'est quelque chose qui résulte, on va dire, certains, c'est la loi qui l'impose. Mais je pense que c'est une erreur de lunettes. La loi, elle arrive un peu tard d'ailleurs sur les sujets qu'on a à traiter. La logique qui pousse à intensifier nos villes, elle est multiple. On va dire que ça part de la consommation d'espace dont on s'est rendu compte un peu tardivement que on a gâché, on a consommé énormément de notre potentiel, de nos espaces naturels, agricoles, et on a ouvert les yeux tard, peut-être qu'il n'est jamais trop tard, mais on se dit il faut maintenant revenir sur la ville existante, mieux l'utiliser,
il y a cette notion de quantité et cette notion de qualité. À une échelle comme la nôtre, l'intérêt de l'intensification urbaine dépasse largement le sujet de la consommation d'espace. On y reviendra peut-être tout à l'heure, parce qu'on va vite se rendre compte, je donnerai peut-être quelques chiffres plus tard, que l'intensification, elle a des bénéfices aussi pour le plan climat. Elle a des bénéfices aussi par rapport à un contexte démographique qui est en plein changement. Et souvent on dit les gens, ils ne veulent pas de la densité. Mais en fait, c'est une erreur aussi de regard sur la chose. On doit se projeter. Les besoins d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. On a fabriqué une ville extensive qui répondait à un moment d'une croissance démographique importante, d'une croissance économique plutôt importante, d'une croissance du nombre d'habitants avec des familles qui faisaient des enfants et qu'il fallait loger vite, une croissance qui se disait on n'a pas de problème d'énergie, l'énergie abondante, ça durera. Une croissance qui disait l'espace est très abondant, ça durera. En fait, tout ça, on coche dessus, c'est fini. Et donc, ce qu'on a inventé, c'est autre chose, avec un modèle qui répondra à d'autres attentes, d'autres besoins, et la ville intensifiée, elle répond à ce nouveau contexte. Moins de croissance, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un fait. Moins de croissance économique, moins de croissance démographique, beaucoup moins de familles avec enfants. Et donc tout ce qui générait le besoin de loger des familles dans des maisons individuelles avec jardin, parce que c'est comme ça qu'on a fabriqué nos périphéries, c'est un moteur qui s'est tari. Demain, moins de croissance, moins de familles, du vieillissement, moins d'énergie, moins d'espace. Il faut trouver des solutions nouvelles qui ne sont pas faciles à trouver. Et c'est pour ça qu'on a lancé notre communauté apprenante, parce que ça ne va pas s'inventer du jour au lendemain. On a 50 ans d'inertie derrière nous qui a fabriqué la ville qu'on connaît aujourd'hui. Les 50 ans devant nous vont devoir partir sur un autre modèle, beaucoup plus intensif, qui nécessite de réviser tous nos outils. Voilà, c'est plus les mêmes ingénieries, c'est plus les mêmes modalités de financement, Didier va en parler aussi, c'est plus les mêmes relations urbanisme-transport, la voiture qui était le modèle qui allait bien avec la périphérie, la maison, on se rend compte qu'on a aussi atteint les limites en énergie, en espace, en congestion, en même pratique, et donc on doit aborder cette nouvelle ère, et on pense que notre communauté apprenante, je vais y arriver, hop, qui associe des acteurs publics, privés, va aider l'institution métropolitaine à mieux cibler ses politiques publiques, à adapter ses outils, et que ce ne soit pas uniquement l'institution qui, toute seule dans son coin, va le faire, c'est un ensemble d'acteurs, associant les habitants aussi, qui vont fabriquer une autre ville demain. Ça prendra un peu de temps, c'est pas évident, mais c'est notre raisonnement et on compte beaucoup sur les architectes, c'est pour ça qu'on est là. On pense que l'architecte a un rôle éminent dans cette transition vers une ville plus intense. Et la question de l'échelle? Et la question de l'échelle, c'est que rien que les exemples que j'ai pris sur le pavillonnaire, sur les extensions urbaines, on voit bien qu'on n'est pas sur une échelle micro, on est sur une échelle beaucoup plus large de bassin de vie, qui met des relations entre des communes qui sont les unes à côté des autres et qui interagissent, parce qu'au quotidien, la mobilité qu'on a inventée depuis 50 ans, elle est longue, elle est sur de grandes distances. On pensait que créer une infrastructure, une autoroute par exemple, faisait gagner du temps pour les transports, que les gens pourraient du coup gagner du temps dans leur mobilité quotidienne. En fait, on se rend compte que c'est pas du tout ça qui s'est passé. Les offres d'infrastructures nouvelles permettent de dilater l'espace, d'aller plus loin, non pas de gagner du temps. Ce qui fait que le temps de déplacement par personne est pratiquement stable. Oui, entre quelqu'un qui habite à pied, qui met 40 minutes pour aller à son travail, ou quelqu'un qui vient de Pertuis-Marseille, c'est... On passe à peu près le même temps à se déplacer, sauf qu'il y en a un qui fait beaucoup de distance avec un impact environnemental très élevé, et l'autre, c'est tout à fait une autre forme de mobilité. Donc les échelles, elles sont importantes, et la cohérence d'ensemble, où sont les lieux d'habitat, où sont les lieux d'activité, il faut maintenant mixer les choses. Un seul exemple qui va illustrer la pensée derrière tout ça, si on veut favoriser la marche, c'est tout bête, hein, on a parlé pendant longtemps non seulement de la voiture mais du vélo, mais pensons que la marche c'est quand même le premier mode de déplacement. Seule la ville dense et mixte est marchable. Faites tous les autres modèles que vous voulez, et poreuse, ça c'est le côté conception de l'espace qui est tout à fait, c'est vrai, ça a été parlé, j'adhère complètement à ça, mais pour réussir cette ville marchable, voilà, il faut un autre modèle de développement urbain. C'est pas simple, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et puis c'est une question de santé publique aussi. Et
et d'échelle. Si on met en cohérence, ça ne marche que s'il y a une cohérence à une échelle large, telle que le bassin de vie, telle qu'une métropole. Didier Kelfa, on a parlé de la métropole. On sait bien que la métropole n'a pas fait l'unanimité chez nos élus locaux. Et pourtant, vous avez été l'un des premiers à vous en saisir comme une opportunité. Et en le mixant, en le mettant en parallèle avec un réseau d'acteurs, c'est pour ça que je vous ai présenté au départ avec vos syndicats mixtes, notamment pour l'énergie. Pourquoi cette stratégie et qu'est-ce que ça vous a appris ? Alors, bonjour à tous. Simplement, rétablissant la vérité, j'étais un farouche opposant à la métropole, comme tous les autres maires, comme tous les autres ces élus. En 2014, de 2014 à 2016, le combat de 113 maires était important sur les Bouches-du-Rhône. Ceci dit, la métropole a vu le jour. Elle s'est dotée d'un certain nombre de compétences et il a fallu faire avec. Et très vite, il a fallu s'investir. Parce que là aussi, c'est bien beau d'être toujours dans la critique, dans la revendication, mais ça ne fait pas avancer les choses. Et surtout nous, dans nos communes, puisque Saint-Chamas est une petite ville de 8000 habitants, 8600 habitants, au bord de l'étang de Berre, avec un riche passé industriel. Nous étions sans doute la première industrie du pourtour de l'étang de Berre avec la poudrerie royale Saint-Chamas. Jusqu'à 8000 salariés dans le site. Donc l'impact de l'industrie était très fort sur notre commune. Et puis cette industrie a fermé, catastrophe économique. Donc à l'échelle de nos petites villes, malheureusement, tout seul, on n'était pas du tout attractif. Pas du tout attractif. Moi, j'ai connu des périodes où on perdait des habitants. J'ai connu des périodes où personne ne voulait habiter. Ma génération ne pensait qu'à une chose, c'est fuir la ville, fuir le village. On l'appelait encore village. Fuir le village, aller s'installer ailleurs. Et puis petit à petit, par nos politiques publiques en matière de développement de la ville, on a réussi à mettre en place un certain nombre de choses qui ont rendu notre ville attractive. J'allais dire, du catastrophisme que j'évoquais années 70 jusqu'en années 2000, où tout le monde voulait fuir et à l'époque, on vendait les terrains à moins de 4 € le mètre carré pour construire. Ça fait rêver. Aujourd'hui, on est quasiment à 700-800 € le mètre carré en centre-ville. Où, pour pouvoir attirer les gens, il fallait vendre des parcelles à plus de 4000 mètres carrés, puisque de toute façon, le poste de l'époque voulait 4000 mètres carrés pour construire. Ou le rêve des administrés qui voulaient s'installer ou rester, c'était d'avoir une grande propriété, c'était d'avoir, le cas échéant, une parcelle avec 1500-2000 mètres, la maison avec son jardin. Oui, la densification, je l'entends, oui, la densification habitable, mais il y a aussi la densification acceptable. C'est qu'aujourd'hui, enfin, quand on est maire d'une petite ville, on est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire, vous produisez du logement, vous faites taper dessus par les administrés, qui veulent rester petit village gaulois, et bien sûr ne pas perdre et surtout ne pas avoir monté un immeuble. Et puis vous faites taper, si vous ne les construisez pas, par les pouvoirs publics, avec notamment un certain nombre d'injonctions contradictoires, où on doit construire, mais attention, on doit protéger à la fois tout ce qui est monuments patrimoniaux, etc. Et puis on doit ceci. Donc on a énormément de choses qui nous bloquent. Et puis l'élu local, il n'est pas forcément formé à la base. Hein. Soyons très clairs, l'élu local, il est un peu seul. Quand il arrive qu'il est élu, souvent il a des idées. Moi, j'ai été formé, j'étais directeur général de ma commune avant de devenir maire. Au début, je me suis dit, je vais faire comme mon prédécesseur. Je vais le faire à l'ancienne. Puis les plans, je vais les faire. Alors, je peux vous dire, j'en ai fait des dessins. Pas toujours très très bien, mais simple carré, mes collègues avaient compris ce que je voulais. Donc tout ça pour dire que tout seul, c'est compliqué. Donc pourquoi la dimension métropolitaine? J'étais contre, mais très vite j'ai vu les aspects positifs de cette métropolisation et notamment la mutualisation. Que ce soit la mutualisation avec les services métropolitains, où on a trouvé des personnes de grande qualité qui nous ont apporté un certain nombre de choses. Ensuite, mutualisation avec les autres communes, où simplement en parlant, en échangeant, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul avec les mêmes problématiques. Donc la mutualisation fait qu'on essaye de... Et puis il y a une forme aussi de... On se challenge entre maires. On se dit, lui il l'a fait, pourquoi moi je ne ferais pas aussi bien? Et ça s'entraîne, et puis il y a une émulation, et puis ça permet d'eux. Donc l'échelle métropolitaine, et notamment sur d'autres sujets, j'y reviendrai tout à l'heure, notamment autour des temps de mer, ça a été assez positif, en tout cas moi, ce que j'ai vécu sur ces 12 dernières années, ça a été assez positif parce que ça nous a tiré vers le haut. Tiré vers le haut parce qu'on veut tous être la plus belle commune de France.
On veut tous mettre en avant ce que l'on fait, on veut tous être attractifs, etc. Donc je le disais, moi, ma ville en 2022 a été élue capitale française de la biodiversité, a été élue petite ville attractive. Donc ce sont des labels ou des petites nominations qui font plaisir, mais ça s'est fait pas sans effort, d'une ville où personne ne voulait venir. Quelques années après, on arrive à ces labels, donc gros satisfecit, mais ça s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait parce qu'à un moment donné, on a mis en place des méthodes, parce qu'on a essayé de travailler avec, de travailler ensemble, pas toujours d'accord, mais là aussi, on s'échange. Enfin, sur certains projets que je présenterai tout à l'heure, oui, j'étais pas toujours d'accord avec mon AMO, j'étais pas toujours d'accord avec le CEE qui m'a accompagné, j'étais pas toujours d'accord avec l'architecte des bâtiments de France, mais en se disant les choses et en avançant ensemble, ben, on a réussi à trouver quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, les gagnants, ce ne sont pas les administrations, ce ne sont pas les élus locaux, mais ce sont avant tout les habitants. Merci. Brigitte Bertoncello, la métropole s'est dotée d'un outil, je ne sais pas si c'est bien le bon terme, qui est du comité de développement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est en quelques mots? Bien, alors le conseil de développement, en fait, c'est quelque chose qui a été créé au niveau national. C'est une émanation d'une loi de 1999, donc c'est pas tout jeune, hein, c'est quelque chose qui a une histoire, une existence. On ne connaît pas toujours le contenu de ces conseils de développement, et c'est bien dommage, vous allez voir pourquoi, parce qu'en réalité, c'est une émanation de la société civile, et ça permet de rapporter les propos de cette société civile aux élus, et donc de contribuer à les éclairer dans leur choix, dans le cadre des politiques publiques. Donc ces conseils de développement sont devenus obligatoires pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants, je pense, voilà, je pense que ça doit être à peu près ça. Et chaque conseil de développement a une grande autonomie dans sa composition. Et donc, quand la métropole a été créée, donc en 2016, elle s'est dotée d'un conseil de développement. Et ce conseil de développement est constitué de 4 collèges, dont, me semble-t-il, ce qui est le plus important, un collège citoyen. Donc, ce qui permet d'avoir une grande diversité de propos, puisqu'on peut avoir autour des tables, puisqu'on travaille sous forme d'ateliers, on peut avoir autour de la table des entrepreneurs, des représentants de services publics, des associations, des citoyens lambda qui ont envie de participer à ce dispositif. Donc il y a vraiment une richesse dans la production et dans la collecte. En fait, c'est un laboratoire d'idées. Et on ne s'arrête pas là, puisqu'à partir de ces idées qui sont discutées, échangées, on fait des propositions aux élus. Donc c'est sous forme d'avis. Et un des avis a effectivement porté sur la question de la densification. Oui, c'était sur ça. Donc c'est un avis qui s'appelle Comment densifier nos villes pour les rendre plus agréables à vivre. Donc c'est des propositions qui sont faites aux élus. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, voilà, de l'ordre de la méthode, et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que veulent les habitants, comment ils voient la ville dense? En fait, les conseils de développement ont 2 manières d'intervenir. On peut intervenir à la demande de la métropole, donc c'est une saisine, mais on a aussi la possibilité d'être en auto-saisine. Donc c'est les membres du conseil de développement. Nous sommes 240 au total, le même nombre que les élus, et on décide en fait des sujets qui nous paraissent importants et sur lesquels on a envie d'apporter des informations, des matériaux. Et donc dès la première assemblée générale donc, de ce conseil de développement qui a démarré en 2022, voilà, c'est ça, je cherchais la date, 2022, la question de l'aménagement du territoire est arrivée en première ligne, et je pense avec aussi cette idée de savoir comment on s'y prenait si on voulait à la fois développer, mais aussi préserver. Donc il y avait cette mise en tension qui a permis de s'orienter assez rapidement sur la question de la densification. Et ce que je trouve intéressant dans ce qui a été dit au départ, là, sur les différentes définitions, intensification, densification, c'est vrai qu'au niveau du conseil de développement, la première étape a été de faire une espèce de mise à niveau du vocabulaire pour que tout le monde comprenne ce qu'on mettait derrière les mots, et donc de commencer à réfléchir sur la question de la densification, qu'est-ce que ça représentait. Et au départ, pour beaucoup des membres, densification, c'était construction, c'était
construction de tours. Donc il y avait bien sûr une appréhension parce qu'on n'a pas envie de voir la métropole couverte de tours. Et donc c'était important de partir vraiment de ces définitions, voilà, pour qu'on comprenne bien de quoi on parlait. Et ensuite, donc à partir de là, on a travaillé par atelier, puisque ce sont des méthodes participatives qui sont utilisées. Donc les membres qui ont envie d'échanger et de faire des propositions sur ces sujets se mobilisent autour des ateliers. Et à partir de là, donc on produit donc les fameux avis qui sont présentés ensuite. Alors ils sont bien sûr discutés par l'ensemble des membres du Conseil de développement, même ceux qui n'ont pas participé, mais il y a des discussions autour de ce qui est proposé. Donc proposition aux élus, c'est rendu public, et ensuite c'est bien sûr la manière dont les élus vont tenir compte des propositions des métropolitains qui sont représentés dans cette instance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'abord eu cet avis donc, à l'échelle du Conseil de développement de la métropole, et le Conseil de développement a lancé une enquête donc à l'échelle nationale, donc du côté des métropolitains, pour essayer de comprendre comment les métropolitains considéraient la question de la densification, quels étaient pour eux les inconvénients, les avantages et qu'est-ce qu'ils pouvaient formuler comme proposition. Donc là-dessus, que ce soit au niveau de cette enquête qui a quand même touché à peu près 6500 personnes, dont à peu près la moitié, je pense, je parle, voilà, donc à peu près la moitié d'Aix-Marseille-Provence Métropole. Donc ça nous permettait d'ouvrir les échanges et de voir comment ailleurs les métropolitains considéraient cette question-là. Et donc quand on regarde, voilà, poser la question de voilà, qu'est-ce qui était proposé. Donc d'abord, il y a une espèce de consensus sur le fait qu'on ne doit plus continuer à grignoter les terres agricoles. Il y a une remise en question de l'artificialisation des terres. Donc il y a vraiment une prise de conscience d'un foncier, d'un territoire qui est limité. On ne peut plus construire comme on construisait avant. Et l'idée que la densification, ça ne concerne pas uniquement la construction. Alors, ça ne concerne pas uniquement la construction, ça ne veut pas dire qu'on arrête la construction, mais on essaie de construire différemment et on essaie aussi, dans un même temps, parce que je pense que voilà, il y a plusieurs entrées, on essaie aussi de travailler sur l'existant et de requalifier ce qui est déjà sur les territoires, dans les territoires. Donc, c'est quelque chose qui parle fortement autour des questions de logement, par exemple. Donc, une attente très forte, par exemple, sur des formes urbaines innovantes qui permettent de répondre à cette question, c'est-à-dire comment on vit de manière plus dense dans des territoires pour qu'ils restent habitables. Donc voilà, des questions de ce côté-là. Comment on essaie d'enlever progressivement la voiture des centres-villes. Donc ça veut dire que dans un même temps, il faut réfléchir bien sûr sur la question des transports en commun, mais aussi sur la redéfinition des espaces publics. Comment à partir de là, on va repenser des espaces publics, retravailler des parkings libérés, renaturaliser tous ces espaces-là, parce que dans les impératifs posés par les membres du Conseil de développement, il y a aussi cette idée d'un rapport à la nature très fort, qui permettent de vivre agréablement malgré la densité. Tout à l'heure, on parlait de la densité abordable, appréciable, habitable. Voilà, donc il y a quelque chose qui est du registre de la qualité et de la proximité. Donc si on densifie, il faut que parallèlement, on soit dans des interventions sur le territoire très qualifiées, et que la proximité ne soit pas une proximité synonyme de nuisance, mais véritablement de lien social. Je ne sais pas si j'ai suffisamment débriefé, mais voilà. Non, c'est très clair. Juste pour appuyer là-dessus, mettez les gens dans la rue et vous aurez tout gagné. Ils accepteront beaucoup de choses. En fait, on s'aperçoit que plus vous créez des espaces, des lieux de rencontre, mais aussi de lieux de vie, et on l'a vu tout à l'heure, où les gens peuvent s'approprier, aller le soir manger, prendre l'apéro ensemble, et là vous avez tout gagné, puisqu'il n'y aura plus les conflits d'usage habituellement. Non, c'est ma voiture que je gare là. Non, nous on a mis en place le permis de végétaliser, on a laissé le choix, et certains, et bon nombre de rues, il n'y a plus que de la végétalisation. Parce qu'après ils mettent la petite table, et il y a des soirs, je me crois, en Sicile, je passe, il y a ça, en fait, c'est pas une forme dire on veut chasser la voiture ou ce genre de choses, oui, pourquoi pas, mais on laisse le choix aux habitants. Et à travers ce type d'outils,
Ben, on a fait en sorte que les voitures des rues, alors moi j'ai une architecture un peu particulière, c'est que j'ai une architecture en peigne, c'est issu des anciens casernements de la poudrerie royale, et donc on a vraiment des bâtiments R+2, R+3 qui se suivent, et donc on a des ruelles très étroites. Mais avant il n'y avait double sens et stationnement. Donc autant vous dire les conflits d'usage qui étaient monstrueux. Aujourd'hui, j'ai de la végétalisation grâce au permis de végétaliser, autorisé par le biais d'une autorisation temporaire d'occupation, et puis surtout, derrière, ça a changé les relations entre les gens. Donc mettez les gens, rendez-les heureux dans la rue, vous aurez beaucoup moins de conflits d'usage. Et ça passe par l'acceptation aussi, parce que moi j'insiste là-dessus sur l'acceptation, la densité, oui, mais il faut que ce soit accepté, et notamment vous avez utilisé la réhabilitation de locaux anciens ou locaux vacants. Moi c'est là-dessus que j'ai comblé mon déficit en logements sociaux. 2014, 9%, je suis parti en 2025, 17%. Je suis toujours déficitaire, mais je suis sorti de la carence, mais parce que j'ai réhabilité grâce à des outils que la métropole a mis en place, que la métropole nous a financés, comme les programmes d'intérêt généraux, etc. On a requalifié, on a redonné du sens, et puis surtout, on a amélioré le cadre de vie. Et Brigitte, pour compléter, parce que vous avez mis en commun ces études du CODEV avec d'autres métropoles, avec le Grand Annecy, Lyon, le Grand Paris, qui a un ouvrage est né de ça. Il y a des choses qui diffèrent d'une. Est-ce que les résultats de l'enquête de Aix-Marseille-Provence sont différents des autres métropoles? Alors, il y a deux éléments dans votre question. L'ouvrage dont vous parlez, en fait, c'est en lien avec la coordination des conseils de développement. Donc, la coordination, en fait, permet des rencontres et des échanges entre les conseils de développement. Et on s'est rendu compte, donc, à partir de ce lien avec la coordination, que d'autres conseils de développement avaient travaillé sur ces questions de densité et d'intensification. Et ça a permis donc cette rencontre entre les quatre conseils de développement dont vous avez parlé. Et ça permet effectivement d'échanger et de voir comment les uns et les autres abordent cette question et entrent dans le territoire par cette question. C'est très différent d'un conseil de développement à l'autre. On n'a pas travaillé tout à fait sur les mêmes objets. Tout à l'heure, vous parliez du fait que l'intensification pouvait être perçue comme quelque chose à prendre en distance parce que c'était peut-être une entourloupe et derrière, finalement, on allait nous vendre plus agréablement la densification. C'est quelque chose qui ressort d'un des conseils de développement, alors que pour nous, dans le conseil de développement d'Aix-Marseille-Provence, la question de l'intensification a fait sens très rapidement, parce qu'on s'est vraiment rendu compte que ça nous permettait de lâcher prise par rapport à la construction et à la densification construite, et de pouvoir traiter de tout un ensemble de sujets qui vont bien au-delà du logement, donc la mobilité, les activités, les services, etc. Donc voilà. Et après, je ne sais plus quelle était l'autre partie de la question. Non, mais... Ça va. La prochaine question, elle est pour Claire, qui travaille depuis longtemps sur une densité acceptable. Est-ce qu'on peut parler de seuil, de limite, ou est-ce qu'il y aurait des grands principes reproductibles selon toi? Je voulais d'abord rebondir sur ce que vous disiez sur la question du pavillonnaire, et peut-être que Vincent Fouchier en parlera également. Quand j'avais participé au travail sur le SCOT de Montpellier il y a quelques années, évidemment la question du pavillonnaire était centrale sur la question de l'intensification de la tâche urbaine. Et on travaillait avec un économiste à l'époque qui s'appelle Hervé Hunsinger, qui nous avait... tu connais, qui nous avait dit, mais il y a des études qui montrent que, ça s'appelle l'effet barbecue, que finalement, le pavillonnaire avait aussi l'atout de démobiliser les gens. C'est-à-dire qu'on a parlé de la mobilité active piétonne, etc. Mais le fait d'avoir un jardin et de pouvoir le week-end faire son barbecue faisait que les gens ne prenaient pas l'avion pour aller passer un week-end à Lisbonne ou à New York. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, c'est une vaste question, la question du pavillonnaire. Et je voulais juste parler d'un deuxième outil, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Yudo, qui est une structure, qui est une société qui joue le rôle d'AMO pour des personnes qui habitent dans un pavillon, qui doivent rénover thermiquement leur pavillon, qui vieillissent, puisque ça pose aussi toutes ces questions-là, le pavillonnaire. Et donc cette structure accompagne les propriétaires
pour leur proposer une densification douce. Alors parfois c'est surélévation, parfois c'est construction sur une partie du foncier. Donc analyse toutes les règles du PLU, les possibilités, la question aussi des réseaux, et fait un bilan en lien avec des prêts bancaires, etc. Et donc il y a quelques opérations, alors surtout en Ile-de-France, peut-être que ça existe aussi ici, mais qui finalement rendent le propriétaire du pavillon maître d'ouvrage d'une petite densification qui rajoute une chambre, qui rajoute, voilà, ça reste assez modeste, mais qui permet de financer de l'isolation thermique parfois, et qui permet aussi de ne plus être tout seul ou vieillissant dans son pavillon. Donc voilà, il y a des méthodes qui sont autres que celles de la grande vision de l'urbaniste ou de l'élu. Donc pour répondre à ta question sur la contrepartie, oui, moi je ne sais pas s'il y a des limites, en tout cas chaque pays a ses limites quand on voit ce qui se fait en Chine ou à New York, donc je parlerai de ma perception des choses. Et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais la densité ou l'intensité a pour moi ces contreparties qui sont liées à la question de la santé, du bien-être tout simplement. La santé humaine, c'est aussi voir du végétal. Donc c'est pour ça que nous, on insiste notamment sur la question du logement traversant, puisqu'un logement traversant permet d'avoir une vue sur la ville, l'animation, la rue, et une vue sur soit un cœur d'îlot, soit un square, voilà. Et donc un côté calme et un côté plus bruyant, ça c'est des choses aussi qui permettent d'accepter. Si on a un logement en placard sur un boulevard très passant, on n'a pas d'espace refuge dans son logement. Donc c'est des choses qui sont quand même, je pense, assez structurantes. Vous avez parlé des espaces de sociabilité, mettre les gens dans la rue, oui. Mais si on fait que des rues 2 fois 2 voies avec du parking, donc c'est en fait tous ces... moi j'aime bien parler d'emboîtement d'échelle de voisinage, parce qu'il y a des moments où on a envie d'être avec ses voisins proches, ses voisins de palier, puis il y a des moments où on a envie de se noyer dans une foule. Donc la ville dense, elle est aussi faite de différents espaces, de différentes échelles d'espace, du plus privé, au voisinage proche et au fait de pouvoir être anonyme dans une ville. C'est ça qui est riche dans une ville. Donc les ruelles, les courettes et les grandes places. Bon, le travail sur les rez-de-chaussée, j'en ai déjà parlé, mais ça c'est vraiment aussi la ville marchable, disait Vincent, c'est la ville intense, c'est la ville poreuse aussi, parce que faire 100 mètres marcher 100 mètres le long d'un rez-de-chaussée aveugle, c'est très désagréable. On n'a pas du tout envie de marcher. Donc il faut pouvoir, et c'est démontré dans des études aussi de sociabilité, qu'il faut pouvoir changer de direction tous les 50 mètres pour qu'une ville soit agréable à marcher. Et il faut aussi faire en sorte que notre cerveau soit actif tout le temps, c'est-à-dire un rythme plutôt vertical, si possible des enseignes, enfin des choses qui rendent en fait l'œil et la marche agréable et active. Et puis il y a la question de cette ville aussi évolutive. Donc j'ai parlé de gros objets, de gros morceaux. Alors là je parle en particulier des centres-villes. Et ça va aussi avec la question des rythmes, du rythme de la marche et du rythme des rez-de-chaussée. Moi, il me semble que le mélange, la ville, elle doit être chatoyante, elle doit être vivante par les activités qu'on y met, mais aussi vivante par les rythmes, par les lignes de ciel, par les espaces de lumière, les espaces d'ombre, les resserrements. Et elle doit pouvoir évoluer dans le temps. Si on fait des gros objets avec des parkings de 500 places complètement figés, ça c'est une ville qui va avoir du mal à évoluer. On le sait aujourd'hui avec les grands ensembles, avec les grandes dalles qu'on a bien du mal à faire évoluer. Donc voilà. Ce que je pourrais dire, est-ce qu'il y a une limite? Je ne sais pas. J'irai pas travailler en Chine en tout cas, mais je ne sais pas. Vincent, on parlait du pavillonnaire. Je sais que vous travaillez beaucoup et vous avez beaucoup donné sur la métropole de pourquoi intensifier. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments chiffrés qui nous permettent de bien comprendre les enjeux à l'échelle de la métropole? Alors, on peut donner quelques chiffres, mais en fait c'est plus un prétexte pour parler des enjeux, et tout en se rappelant que le qualitatif, en fait, c'est la condition de réussite de l'intensification. Quelques chiffres pour donner à la fois des ordres de grandeur et ouvrir les
les chakras sur des entrées de l'intensification qui ne sont pas toujours partagées, en tout cas au démarrage de la réflexion. Première chose, c'est que les quartiers les moins denses de la métropole, donc sur nos 92 communes, les 25% des quartiers les moins denses ont accueilli sur les 10 dernières années 54% de la construction neuve. Donc on n'est pas encore dans le modèle intensif, on est encore dans la fin ou la continuité d'un modèle extensif. Et on voit bien que c'est là-dessus qu'il faut commencer fortement à inverser les vapeurs. Après, rassurons-nous, c'est que malgré cette tendance-là, la densification est déjà là, presque partout. On a 90% des logements qu'on a construits depuis 10 ans qui se sont faits dans des opérations de densification. Ce n'est pas contradictoire avec ce que je disais avant. On est en train de, tous les jours, de densifier un peu plus parce que c'est un processus normal d'évolution des villes. Il va nous falloir monter d'un cran là aussi sur cette densification, juste pour, comme on est entre architectes, je ne suis pas architecte, mais vous connaissez donc du coup l'architecture, le COS, le coefficient d'occupation du sol. Le parc actuel sur les parcelles privées de la métropole, il a un COS de 0,58 mètres carrés à la parcelle. Sur les projets qu'on a construits depuis 10 ans, en moyenne, on est à 0,73. Donc on construit 26% plus dense que le parc existant. Donc la tendance, elle est déjà là. Donc on n'est pas dans une rupture majeure d'une évolution qu'on viendrait contrecarrer. Non, on est dans une continuité. Autre sujet qui va ouvrir sur un tout autre registre, c'est l'impact CO2 de la mobilité liée à la densité. À l'échelle de la métropole, un habitant qui habite dans les secteurs les plus denses émet 4 fois moins d'énergie par jour et par personne dans sa mobilité qu'un habitant dans les faibles densités. 4 fois moins dans sa mobilité quotidienne, domicile-travail, et si on inclut le domicile commerce et domicile loisir, c'est 1 à 3. Donc c'est quand même pas dans l'épaisseur du trait, et on voit bien que l'enjeu intensification est un enjeu pas seulement du ZAN, mais aussi du plan climat, parce que la localisation du développement va induire un impact plus ou moins important sur les gaz à effet de serre. Autre illustration, là encore pour ouvrir les yeux, il y a 900 hectares de toits terrasses uniquement dans la ville de Marseille. 12% de ces 900 hectares appartiennent aux collectivités publiques. Ça veut dire 90 hectares, là, qui sont au-dessus de nous, un foncier invisible, qui est mobilisable, déjà là, déjà acheté, en tout cas propriété des collectivités publiques, sur lequel on peut soit bâtir, soit avoir de multiples usages. On peut faire du sport, de la restauration, on peut faire de l'énergie, on peut faire plein de choses sur ces toits terrasses. 90 hectares de foncier comme ça, pouf, qu'on n'avait pas regardé comme foncier, qui sont en réalité un potentiel d'accueil d'activités ou autres. Et dernier chiffre que je voulais donner, lui aussi pour regarder autrement le sujet de l'intensification urbaine, c'est un chiffre tout frais, sorti d'une étude de l'INSEE qu'on avait commandée, qui est sortie là cet été. À l'échelle de la métropole, vous avez 110 000 logements, 110 000 logements c'est 1 sur 7, fortement sous-occupés. Fortement sous-occupés, ça veut dire quoi? C'est des logements qui ne sont pas vacants, qui sont occupés, il y a quelqu'un dedans, mais il y a un grand écart entre le nombre de personnes et le nombre de pièces. C'est quoi ce chiffre, 110 000? C'est simplement la fin du processus, parce que ce sont essentiellement des maisons. Les familles qui étaient avec des enfants ne sont plus avec les enfants sont partis, sont grandis, il reste 1 ou 2 personnes dans la maison, et donc on a des logements qui sont fortement sous-occupés. On avait l'intuition que c'était important, le chiffre, 1 sur 7, c'est pas important, c'est colossal. Il ne s'agit pas de dire à ceux qui restent dans la maison, vous allez partir, mais plutôt d'aller accompagner ceux qui sont là, peut-être parce que certains, ils ont du mal à payer les charges de la maison, la maison c'est compliqué à entretenir, tondre la pelouse c'est compliqué, donc d'avoir quelqu'un en co-living ou en colocation avec un jeune qui pourrait venir dans le logement, en fait on peut générer une offre nouvelle de logement sans construire, sans durée, en tout cas très longue de réalisation, et avec peu d'argent public, pour répondre à l'enjeu du logement. Cette intensification d'usage du parc de maisons individuelles, je pense que c'est un sujet majeur de politique publique, alors qu'aujourd'hui ce n'est pas encore une politique publique. Il y a des choses qui se font, et des associations qui agissent déjà là-dessus, mais quand on parle de 110 000 logements, moi j'en prends 1%, ça m'intéresse, et ça fait 1000 logements étudiants qu'on pourrait loger pas loin des universités, dans des maisons individuelles qui aujourd'hui ne sont pas très occupées. Petite politique publique, pas très lourde, mais qui peut être extrêmement intéressante et qui facilite l'intensification de nos villes.
Vous voulez rebondir? Oui, je vais bien rebondir. Par rapport à ce qui a été dit sur les logements, donc des logements traversants, confortables, etc., le Conseil de développement donc de la métropole a proposé la mise en place de cahiers des charges. Donc ça prend la forme, voilà, ça peut prendre des formes diverses, mais qui donne des espèces de prescriptions sur une envie de logement confortable. Donc ça renvoie à des réductions des dépenses énergétiques, ça renvoie à un rapport plus direct avec les espaces extérieurs, donc traversant des parties de balcons ou autres, hein, mais qui sont d'un rapport avec l'extérieur, et puis des parties communes partagées, des pièces qui puissent être utilisées de manière plus collective et partagée. Donc il y a bien cette idée à la fois de confort résidentiel et de confort urbain. Il y a bien cette double intervention. Et puis par rapport à ce qu'a dit Vincent, quand on parle de la métropole, là aussi le Conseil de développement, dans la métropole, il y a à la fois des villages, des petites villes, des villes moyennes et deux grandes métropoles. Et du côté des membres du Conseil, il y avait une espèce de crainte par rapport à une uniformisation du territoire par la densification. Et donc là, l'idée, c'était de dire, on ne veut pas de recettes ou de copier-coller, mais véritablement quelque chose qui s'ancre dans les territoires et qui puisse véritablement respecter l'identité des territoires, quels qu'ils soient, ne pas noyer les villages, par exemple, dans une uniformisation avec la crainte, bien sûr, de changements importants au niveau du paysage. Didier, je m'adresse à vous. Vous avez été accompagné par le CUE en 2014 dans la requalification d'aménagement du littoral et la valorisation des rives de l'étang de Berre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expérience et en quoi ça résonne avec la préservation du vivant? 2014, le projet politique que nous avions posé, c'était se rapproprier l'étang de Berre. Pendant très longtemps, notre ville, mais comme bon nombre de villes du pourtour l'étang de Berre, se sont construites en faisant dos à l'étang, en disant l'étang, finalement, c'est plus une source de nuisance, c'est un cloaque. Il y a des moustiques, et puis il y a de mauvaises odeurs, et puis on peut rien y faire dans tous les cas. La pêche a été interdite pendant de très nombreuses années. Donc l'urbanisme s'est fait avec un étalement vers plutôt, en tout cas chez nous, vers les zones agricoles. Donc 2014, eu égard notamment toutes les politiques qui avaient été mises en place pour la réhabilitation de l'étang de Berre, et devant la qualité de cette masse d'eau qui s'améliore de chaque jour, l'idée c'était de dire, essayons de proposer à nos habitants une réappropriation de ces rives et surtout des aménagements qui leur permettent à nouveau de trouver des usages tournés vers l'eau. Jusqu'à présent, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas forcément le savoir-faire dans les petites communes, et moi le premier, même en étant DGS, on faisait des projets, on demandait un financement et on faisait le projet. Et puis on avait d'autres financements, on faisait le projet à ce niveau-là. Et puis après, ah bah tiens, si on pouvait aménager telle rue, j'ai des financements. Et il n'y avait aucune cohérence. On faisait du cas par cas. 2014, et c'est en discutant avec le CEE, notamment Sophie de Ruas, on s'est dit, et si on faisait une promenade ensemble avec les architectes conseils du CEE, avec les professionnels que le CEE pouvait nous proposer. Et on s'est promené en ville. Nous, on avait l'idée de dire il faut se réapproprier l'étang, on va faire des aménagements et notamment une plage. Mais grâce à cette promenade, on a vu énormément d'enjeux. On a vu comment connecter tel quartier avec tel quartier, comment éviter justement de cloisonner et de faire en sorte qu'il n'y ait que... Donc cet accompagnement, il s'est fait en plusieurs étapes. Je vous l'ai dit, c'est nous aider, nous, l'équipe municipale, à y voir plus clair. C'est essayer de mettre ça à travers une mission d'AMO sur le papier, avec une AMO qui avait été confiée de mémoire au cabinet Freelander et Barrican. Et ensuite, une fois que les choses se sont un petit peu... en tout cas, on avait une meilleure vision, on a lancé un concours de maîtrise d'œuvre. Concours de maîtrise d'œuvre qui nous a permis de challenger un certain nombre d'équipes. Et nous sommes arrivés à un produit et un final qui est assez intéressant, où on a eu énormément de candidatures. Je ne vous dis pas le jury de maîtrise d'œuvre, quand on l'a réuni, on n'a pas passé, comme dans certaines grandes institutions, 10 minutes, mais on a passé une journée entière à regarder tous les projets, à démonter tous les projets. Et on a retenu celui qui nous satisfaisait le plus et qui comportait plusieurs secteurs. 8 secteurs. Donc on s'était dit, 2015, 8 secteurs, 2 mandats, j'arriverai à tout faire.
Que nenni. Que nenni, c'était sans compter les lourdeurs un petit peu administratives. Donc toujours est-il que, en ayant mis tout le monde autour de la table, puisque dès le choix du concours, du lauréat de ce concours de maîtrise d'œuvre, tous les services de l'État, tous les services concédés, toutes les collectivités, l'ensemble des acteurs que je pouvais réunir, à l'initiative du sous-préfet d'Istres de l'époque, on s'est mis autour de la table et on a dit voilà, on va faire un grand projet qui va impacter à la fois le littoral, mais surtout la ville. Si vous avez des projets, si vous-même vous avez des choses, on va essayer de les intégrer pour éviter derrière de défaire ce que l'on a fait. Et puis tout cela nous a conduit progressivement à faire des aménagements qui aujourd'hui sont livrés pour 3 secteurs d'entre eux. Il faut savoir que parmi les prérequis que j'avais posés, c'était 1, rendre accessible la ville. J'ai un centre de polyhandicapés, très lourd, qui s'appelle les Alcides, et ces personnes-là ne pouvaient pas venir en centre-ville, si ce n'est avec leur fauteuil roulant au milieu d'une route. Donc rendre la ville accessible, désimperméabiliser à minima 20% des espaces, renaturer, végétaliser, donc planter des arbres, et surtout créer des espaces de loisirs, notamment des espaces plages. On est arrivé, donc je l'ai dit, 3 livrables, rendre accessible et faire le cheminement des Alcides jusqu'à la mairie, créer les espaces plages, créer les espaces loisirs autour de ce qu'on appelle la digue, mais surtout on a un lavoir protégé, inscrit monument historique, le rendre accessible aux personnes PMR. Alors qu'avant, il n'était pas accessible, mais c'est surtout, il est juste en face. Donc les gens avaient ça, mais ne pouvaient même pas aller visiter. Donc tout ça pour dire, nous avons réussi avec l'équipe, grâce au travail collégial qui a été fait, de livrer ces 3 secteurs. Il en reste encore beaucoup d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour financer tout ça, quand on a une vision globale, ça coûte beaucoup plus cher que de faire des travaux de proximité demandés au département. Donc pour financer tout ça, le département nous a aidé bien évidemment sur une partie, sur le premier secteur. Mais très vite, la métropole s'est emparée du sujet en disant, mais ça, ce projet qui est un projet global, c'est un projet que l'on va déclarer d'intérêt métropolitain. Ce qui fait que derrière, la maîtrise d'ouvrage, mais aussi le financement, est passé à la métropole. Et donc le deuxième secteur, le secteur plage, plus tout le centre-ville, a été sous maîtrise d'ouvrage et financement métropolitain, ce qui pour nous a enlevé une sacrée épine du pied, mais surtout, on n'a pas fait des petits bouts, des patchwork, mais on a fait vraiment quelque chose de global. Alors effectivement, ces aménagements ont intégré aussi la réhabilitation d'un quartier ancien qui s'appelle le Pertuis, avec notamment la densification, notamment par le biais de réaménagement, réhabilitation de logements vacants, puisque c'était un quartier qui était malheureusement à l'abandon depuis de nombreuses années. Voilà comment on a travaillé avec le CEE, mais pas que. Et je le redis, à partir du moment où on travaille collégialement, où on n'est pas d'accord, on confronte nos idées et on avance, on arrive à aboutir à des choses. Moi, bien souvent, je me suis pris la tête, je le dis très clairement, avec l'architecte, avec le bureau d'études, qui est Marion Talagrand, qui est un bureau parisien. Je me suis pris bien souvent la tête avec eux, parce que bien souvent, ils me disaient, mais nous, on pense que, et on va vous dire ce qu'il faut faire. Et moi, j'avais tendance à dire, je veux ça. Entre je veux et on va vous dire ce qu'on va. Donc vous voyez, parfois le dialogue a été un peu compliqué. Mais chacun a fait ce qu'il fallait, notamment aidé par nos collègues des administrations, mais surtout du CEE. On a réussi à faire en sorte qu'on a trouvé quelque chose qui satisfasse le plus grand nombre. Et le plus grand nombre, je reviens toujours, c'est permettre aux gens de se réapproprier les temps. On a réussi notre pari parce qu'aujourd'hui, avec les espaces plages et tout ce qui a été créé autour de cela, on a gagné notre pari. Bon, on va devoir clôturer notre table ronde. Je suis désolée parce que j'ai sauté des questions un peu volontairement pour respecter le timing. Simplement pour faire le lien avec la prochaine table ronde qui sera animée par Stéphane Wollenweider, je voulais finir avec vous, Brigitte, parce que dans votre passé, vous avez été directrice de l'IUR et vous avez été quand même proactive à l'initiative de l'IMVT, l'Institut méditerranéen Ville et Territoire, et qui regroupe l'école d'architecture, l'école du paysage et l'école d'urbanisme. Vous nous avez confié lors de l'entretien que ce qui les unifiait pour ces 3 écoles, c'était le projet. Et en quoi ces 3 disciplines du projet, selon vous, elles répondent aussi quelque part à une prise de conscience de l'intensification? C'est pas facile.
Bon, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'IMVT en question, c'était une initiative de l'école d'architecture et de Marielle Riche, qui à l'époque était, était directrice de l'école d'architecture. Donc moi, j'étais au moment du lancement et de toute la préparation en amont, avec Vincent Pifteau pour le paysage et donc moi pour l'Institut d'urbanisme. Donc l'idée par rapport à ce, vous l'avez dit, hein, discipline du projet, je pense que c'est ce qui fait véritablement le lien et c'est ce qui permet à ces trois disciplines de pouvoir interagir sur des questions notamment d'intensification, mais pas que, sur les grandes questions d'aménagement du territoire à toutes les échelles, hein, de la maison jusqu'au très grand territoire. Vous m'avez posé comme question... Sur l'intensification. Sur l'intensification. En fait... l'intensification, c'est quelque chose qui permet de donner un fil conducteur au projet. Et on s'est rapidement rendu compte que dans les appels à projets, c'était quelque chose qui importait à la fois de manière réglementaire, mais aussi de manière plus spontanée par rapport à des contextes qui avaient évolué. Donc je pense que là, on était plus dans l'idée d'un urbanisme, d'une architecture au sens large et du paysage du XXIe siècle, donc avec d'autres enjeux, d'autres références. Et l'intensification pouvait permettre de répondre dans un contexte de réduction des terres à aménager, et avec cette idée effectivement de ne pas être que dans de la construction, mais être aussi dans de la réparation de l'existant, dans du ménagement aussi de l'existant. Donc l'articulation entre les trois entités. Alors j'avais envie de dire, on dit souvent 1 plus 1 peut faire 2, là c'est 1 plus 1 plus 1 peut faire 3, mais là 4. C'est l'idée véritablement de lier nos forces, nos compétences, nos savoirs pour pouvoir répondre mieux, me semble-t-il, à l'aménagement des territoires aux différentes échelles. On va enchaîner. Merci à tous, à tous les quatre.